Bienvenue sur Fight Minds. McGregor contre Chandler, annulé. Un combat échangé contre 2. Alex Pereira contre Jiri Prochaska, 2. Et Diego Lopez contre Brian Ortega. Hill contre Roundtree, remplacé par Hulberg. Hill remplacé par Smith. Hulberg remplacé par Dolidze. C'est le bordel. MVP contre Ian Gary, ça c'est resté. La carte de l'UFC 303 a perdu en visibilité, certes, mais elle est toujours très stylée. On vous l'analyse sous les angles des codes de Paris avec Brian. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Merci à unibet.fr pour leur confiance. Grâce à notre lien en description, vous obtenez un free bet allant jusqu'à 100 € lors de votre inscription. On vous le répétera tout le temps. Si vous décidez de vous lancer dans les paris sportifs, s'il vous plaît, faites-le avec une approche récréative de manière responsable. Faites comme nous, voyez ça comme un moyen de devenir encore plus fan de notre sport qui nous passionne tous en analysant davantage tous les combats et en étant plus engagé quand vous les regardez. Ne voyez surtout pas ça comme un moyen de vous enrichir. Ian Gary, 7e welterweight, regarde derrière lui en affrontant Michael Venom Page, 14e. Parlons d'abord de ce MVP, 22 victoires, 2 défaites. Il a une longue liste de highlights en prenant du sub-top au Bellator, mais il nous a quand même accroché quelques bons noms dans sa carrière. Et il a fait un solide début à l'UFC contre Kevin Holland. Quelles sont ses forces et ses faiblesses ? Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est un excellent striker, type ce qu'on appelle point fighting, tu vois, donc entre le taekwondo, le karaté, très léger sur ses appuis. Ouais, c'est vraiment plutôt taekwondo, tu vois. Mm-hmm. Et un style main basse et avec beaucoup de blitz, des jambes. Et puis alors surtout ce qui est vraiment impressionnant chez lui, c'est sa violence de frappe, quoi. Ouais. C'est même pas qu'il a le KO power, il a le vicieux power, le power du vicieux. Non, mais il casse des crânes, tu vois, au sens propre, c'est ça le pire. Ouais, moi j'avais noté point fighting amélioré pour faire mal et finaliser. Parce que quand j'entends point fighting, c'est pas de recherche de KO, pas de recherche de douleur, c'est à la touche. Et là, il a ce style point fighting qui est donc très élusif, très compliqué à lire, mais très dangereux en même temps. Ouais, il a cassé un crâne avec un coup de genou, il a cassé un nez. Un nez, et il n'y a pas eu une jambe ou un truc comme ça, tu sais, où on voit le trou de la frappe, non? Ah, c'est bien possible. Je sais plus, mais... Ou le genou, non, c'était un genou, c'est pas ça. Il a pas sorti un genou de son emplacement? Ah, c'est pas impossible, tiens. Sur un kick, enfin... les deux qui me viennent en tête, c'est le nez cassé, c'est Derek Henderson, et Cyborg avec... Non, c'est le crâne. Ouais, c'est le crâne, le coup de genou sauté, plein crâne. Et puis le Pokéball. Je me demande s'il a pas sorti une rotule de son logement. J'ai un souvenir d'avoir une sorte de rotule qui sort d'un de ses adversaires. Ah, c'est pas impossible. Celle-ci me dit plus rien. Mais... Ouais. Vicieux, du coup. Donc oui, forcément, c'est un combattant. Alors, un style qui est, dont personne n'est réellement habitué, si ce n'est s'il a des partenaires d'entraînement. Et je pense pas qu'il en ait beaucoup. Mais voilà, pour un adversaire, je trouve que ça reste ce genre d'adversaire reste compliqué. Ouais. Même si tout le monde te voit favori, ça reste compliqué. C'est clair. Il est tellement dangereux que il peut te surprendre n'importe comment. N'importe laquelle de ses frappes peut te mettre KO. Debout, bien sûr. Debout, bien entendu. Précise debout. Ouais. Et un truc à préciser en plus, c'est son hip ratio, qui est aussi très impressionnant. On avait parlé de celui de Pavlovich la semaine passée. Ici, il mesure 1m91 et il a une allonge de 2m2. Ça fait plus 11 cm, donc c'est quand même assez impressionnant. Et en fait, c'est facile à comparer par rapport à Ian Gary, qui mesure lui aussi 1m91, mais son allonge, c'est 1m88. Et dans ce style de combat, ça peut évidemment jouer où on peut considérer MVP comme quelqu'un qui a une très très bonne gestion de la distance. Ouais. Sa capacité à rentrer dans un range, à en sortir de manière très explosive, avec une bonne qualité, et son timing aussi sur ses contres qui est très très bon. Ça peut jouer. C'est
14 différences de centimètres 14 centimètres de différence en allonge. Ouh, c'est le matin. Ian Gary, nous on le connaît bien, on le suit depuis ses débuts au Cage Warriors, invaincu en 14 combats. Il a un vrai talent et un nez pour savoir comment gagner face à l'adversaire qu'on lui met. Comment est-ce que tu le décris dans la cage? Je pense que c'est un combattant qui est complet, hein, qui a un style plutôt striking, on le connaît vraiment pour ça. Mhm. Mais voilà, comme la plupart des Anglais, ils ont une très bonne lutte. Mhm. Ils sont vraiment solides. Alors, c'est pas leur spécialité, mais je les trouve toujours très méticuleux sur ce compartiment-là. Et ça fait des années, de toute façon, que le MMA existe et que les Anglais, ouais, ils sont bons sur cage wrestling, enfin, Mhm. le contrôle, etc. Ouais, je suis d'accord. C'est un striker complet, mais on n'a pas encore beaucoup vu sa lutte et son grappling à l'UFC, mais je pense que c'est très solide et ce sera peut-être nécessaire ici. Parce que pour moi, dans ce genre de combat, Ian Gary doit ranger son ego et essayer de montrer sa lutte et son grappling parce que c'est le vrai chemin vers la victoire contre un Michael Venom Page. Alors oui, il peut gagner en mettant la pression, en travaillant sur les low kicks, à chercher le clinch, etc., mais par définition, quand tu affrontes Michael Venom Page, tu dois intégrer la lutte dans ta stratégie. Ouais, moi, c'est un peu comme ça que je vois le combat. Donc, je pense il va tester un petit peu debout. Mhm. Enfin, j'imagine qu'il va tester un petit peu debout et que s'il sent que c'est un peu trop compliqué à gérer, je pense il sélectionnera la lutte à la cage, la mise au sol, parce que voilà, je pense que c'est le gros point noir de Michael Page. Je ne suis pas sûr qu'il travaille énormément là-dessus, tu vois. Mhm. Je pense que c'est un spécialiste et qui continue à se spécialiser et qui cherche vraiment à rester dans ce domaine-là. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense il a abordé sa carrière en mode j'ai ma force, je suis connu pour ça, je suis connu pour mes highlights debout. Et au final, il est difficile à amener au sol parce qu'il impose une distance et il est très réactif. Donc, c'est difficile de shooter de loin contre lui, surtout quand on voit que il y a un genou sauté qui peut arriver et te fracturer le crâne, quoi. Donc il y a ça aussi, hein, tu peux faire peur à un adversaire avec certaines armes dans un combat. Mais ton palmarès peut aussi faire peur à ton adversaire avant le combat. Aldric dit souvent sur un palmarès, si tu vois beaucoup de guillotines, forcément tu l'as en tête quand tu rentres dans la cage pour la première fois contre ce gars-là. Il n'a pas besoin de la menacer pour que tu sois conscient de ce danger. Michael Venom Page, je pense que tu n'as pas besoin de faire un round contre lui pour connaître les dangers de shooter de loin en lutte contre lui. Donc c'est un avantage qu'il a aussi. Ian Gary est donné favori à 1,69 contre 2,05 pour MVP. C'est un 55-45 pour l'Irlandais. Est-ce que tu penses qu'il y a une valeur sur une des cotes ici? Est-ce que tu t'alignes à ça? Je pensais qu'il serait un peu plus favori. J'aurais vu un 60-40 pour, Gary. pour Ian Gary, ouais. Mhm. Moi, personnellement, hein, je t'avoue que c'est le genre de combat où je ne me positionnerai pas. Mhm. Parce que je pense qu'il y a possibilité pour Michael Venom Page de l'emporter dans le premier round si Ian Gary arrive avec un petit peu trop d'ego en pensant qu'il peut le terminer facilement. Je suis assez d'accord avec toi. Voilà. S'il n'avait pas tu vois, tout ce qu'il y a autour à vouloir prouver et tout, je pense que ce serait une victoire pas facile, tu vois, mais qui prendrait la victoire, tu vois. Ouais, moi, il me paraît être un gars, un combattant très intelligent, pour avoir déjà parlé avec lui en backstage après ses combats au Cage Warriors. Il sait comment finaliser un adversaire quand on lui donne, il visualise les ouvertures et je pense qu'il travaille sur ce chemin de victoire. Donc quand on lui annonce un combat, il va vraiment faire le travail de ok, comment est-ce que je peux gagner ce combat et prendre cette route-là. Maintenant, effectivement, comme tu le dis, il essaie de créer sa hype, on le considère comme McGregor wannabe, il fait son buzz et peut-être qu'il y a un ego un peu mal placé qui pourrait le mettre à mal dans ce combat en se disant il a observé les combats, il pense pouvoir gagner debout de cette manière-là et en fait je pense qu'on ne se rend pas compte de l'explosivité et de l'athlétisme de Michael Venom Page avant de l'avoir affronté.
Yann Gary, c'est pas quelqu'un de super explosif. Il est assez rapide dans ses frappes, mais c'est pas quelqu'un avec des déplacements très explosifs. Donc, à voir comment ça fonctionne là-dessus. Et donc, moi, je me positionnerai pas spécialement sur le combat, sur une unité entière ou sur. Voilà, je pense pas que les cotes soient si intéressantes. Le Michael Venom Page à 2,05, ça me vend pas du rêve. Et Yann Gary à 1,69, pas spécialement non plus. Même si, voilà, je m'aligne un peu à toi, 60-40, ça m'aurait pas surpris non plus. Donc, il y a peut-être un peu de valeur sur Yann Gary à 1,69, mais pas tant que ça. Par contre, j'hésite. Là, les codes sont pas encore sortis, malheureusement, sur notre sponsor unibet.fr, sur les codes précises. Si la cote de la soumission pour Yann Gary est très intéressante, je pourrais mettre une fraction d'unité dessus. Ah ouais. Ah bah tu vois, ouais. Moi, je regarderais plutôt si ça va à la décision, tu vois. Ouais, mais ça, par contre, j'ai pas l'impression. Un Yann Gary à la... Ouais. Pardon? J'ai pas l'impression qu'elle sera super intéressante. Un Yann Gary à la décision, je pourrais le voir, tu vois. Ouais. Mais tu te positionnerais si la cote est à combien? Tu sais, maintenant qu'on compte plus les sous, enfin les sous, les unités, moi, ça. Je sais pas, non. Oui, si elle est, si elle est à plus de 2 d'office, tu vois, quand même. forcément, pas en dessous. À mon avis, elle sera aux alentours de 2,3 ou 2,5, un truc comme ça. S'il est à 1,69 sa victoire, point barre, une méthode à décision qui semble peut-être le plus probable, ouais, il faut peut-être viser. Ouais, ce sera peut-être à 2,25, quelque chose comme ça. À voir, ouais, je sais pas trop. Mais en tout cas, moi, ça serait un petit peu je pense, le chemin de victoire, parce qu'effectivement, Michael Venom Page, il est dangereux, il est capable d'éteindre. Maintenant, c'était aussi contre une adversité beaucoup moindre, tu vois. Il a eu quand même pas mal de décisions dans ses combats face à des adversaires un petit peu plus costauds. Ouais. Et puis voilà, hein, quel âge ça lui fait maintenant? 39. Il devient vachement âgé, hein. Non, 30. Ah, peut-être pas. 37. Ok, 37. 37, ouais. On sait, hein, il a signé à l'UFC pour un run title shot. Hein, ça, c'est le truc. On sait que normalement, en 3 victoires, il a le title shot. Donc là, il bat Yann Gary. Après, il lui reste un combat et il a son titre. Ouais, c'est compliqué à voir parce que tu vois, sur les 10 derniers. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur ces 6 derniers combats, tu as quand même 1, 2, 3, 4 décisions. Hein. Et c'est vrai que les 4, c'est contre des adversaires un peu solides. Et là, Yann Gary, c'est un peu plus solide encore. Ouais. Ah, t'avais Ross Houston qui a gagné à la décision. Qui avait fait... Égalité contre Dalby, dont on a parlé la semaine passée, au Cage Warriors. Non, pas égalité, no contest, parce qu'il y avait trop de sang dans la cage. Ouais. Trop de sang dans la cage. Et tu vois, il a une sortie contre Mike Perry en boxe anglaise. Bon, après, c'est de la boxe anglaise, hein, il a pu ses jambes et tout. C'est une split? Ouais. Ah, attends, il a fait une split contre Mike Perry en BKFC. Majorité décision. Ouais, enfin, ok, majorité. Donc, il y a un juge qui voit une égalité, 2 juges qui voient Mike Perry l'emporter. Mike Perry, c'est le GOAT quand même de ce sport. Donc, mais c'est vrai, c'est même pas une blague. C'est le GOAT. Mais bon, tu pourrais voilà. Donc voilà. Donc c'est pour ça que moi, je regarderais plus sur une décision. Je pense que l'adversité, je pense que le fait avec surtout l'adversité, l'explosivité peut-être diminuer, mais ça c'est toujours difficile à dire, tu vois. Ça chute plutôt à partir de 40, tu vois, je pense réellement. Quoi. Ouais. Mais par contre, l'adversité montre que sur ces derniers combats, en tout cas, il y a beaucoup moins de KO. C'est vrai, voilà. C'est vrai. À considérer. Donc, les amis, comme d'habitude, on vous invite à nous rejoindre sur Twitter et sur Instagram parce que c'est là où on met nos mises officielles. Nous, on va encore réfléchir après le podcast sur quoi et sur qui et comment se positionner. Donc voilà, suivez-nous sur les réseaux, Fight Minds sur Twitter, Fight Minds Off sur Instagram. Profitez-en pour suivre Chris Gunacht et Brian Boulan. Abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas encore le cas et commentez aussi sur quoi vous vous positionnez. Comme ça, voilà. Moi, j'ai fait ma parenthèse où je demande de l'engagement et on peut passer à la suite maintenant. 10-3 contre 9-3. Je spoil, c'est un pick-em aux yeux des cotes. On a l'ancienne challenger au titre, Meira Bueno Silva, qui va chercher la rédemption après une piètre performance pour la ceinture bantamweight. Et elle l'affronte Messi Chiasson, qui est numéro 7 dans la division. Je me lance. Voilà comment je vois le combat.
comparativement à la faible catégorie qu'est 61 kg chez les femmes, Chiasson a un pied-point assez simple et fonctionnel, je trouve. C'est pas mauvais du tout. Elle fait pas de dingueries. Elle voit sa cible, elle essaye de toucher. Elle bouge bien, elle passe de gauchère à droitière. Elle utilise des armes qu'elle sait utiliser. Ça fonctionne. Son jeu d'amener au sol est assez efficace. Elle a plutôt un bon grappling pour la division. Donc, moi, j'aime encore bien regarder les combats de Messi Chiasson. Meira, debout, elle fait n'importe quoi. Ça peut être dangereux si ça touche, mais je trouve qu'elle fait vraiment. Enfin, il y a aucune logique à son jeu. Elle va envoyer des spinning backfists sur des mauvais moments. Enfin voilà. Mais ça peut être dangereux puisqu'elle veut frapper dur. Par contre, grappling offensif, efficace, opportuniste. Elle est très dangereuse au sol. Pas spécialement une bonne lutte. C'est son chaînon manquant pour être vraiment une bonne combattante selon moi. Donc voilà, c'est comme ça que je vois le combat. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais Moi, je t'avoue que je connais pas ni l'une ni l'autre. Juste regarder au niveau des statistiques et sur cette cote de Paris, en tout cas, pour moi, c'est si je devais me positionner, mais je pense pas que je me positionnerais, ce serait sur une décision, tu vois. 1,50 la décision, donc bon, je trouve que c'est pas très risqué. ouais. Ça paye pas de pain. Ouais. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que la manière dont on voit Meira Bueno Silva finaliser Chiasson, ce serait par soumission. Et Chiasson, dans son combat contre Irene Aldana, elle a prouvé qu'elle est impossible à soumettre. Enfin, impossible, j'exagère, mais très très compliqué à soumettre. C'est parce que c'est une clé de bras et les femmes souvent ont les bras très extensibles. Donc elle défend ça Ok. vraiment. Je sais pas comment elle défend ça. Tous les hommes auraient tapé là-dessus, c'est sûr et certain. Et Chiasson, je trouve qu'elle aborde ses combats de manière stratégique. Donc ici, elle devrait venir pour striker contre Bueno Silva et gagner debout. Je crois pas elle doit pas chercher à amener au sol. Il y a des combats où elle a 6 amenés au sol, etc., etc. Mais c'est parce qu'elle peut se le permettre. Elle a aussi des combats où elle décide de rester debout. Donc elle a ce profil un peu complet qui lui permet de rester là où elle est meilleure que son adversaire. Et quand bien même ça va au sol, j'ai du mal à la voir se faire soumettre. Donc effectivement, je pense que la décision est pas débile comme positionnement. Et moi, sur un pick-em, je crois que je vais mettre une petite unité sur Chiasson. Voilà, je trouve que Meira Bueno Silva, elle n'est pas assez stratège, elle n'est pas assez entreprenante dans ses combats, et elle va pas assez chercher son chemin vers la victoire. Et son chemin vers la victoire contre Chiasson, il risque d'être compliqué aussi parce que c'est une bonne grappleuse face à elle. Donc voilà, moi je pense mettre une petite unité sur Chiasson, et peut-être tu m'inspires, peut-être faire un split entre je sais pas 0,75 sur la victoire tout simplement, et rajouter un quart d'unité sur la victoire par décision pour Chiasson. Ok. Voilà. J'avais bien préparé ça parce que je m'attendais à ce que tu dises ouais, pas trop d'analyse sur celui-ci. Désolé les amis. Non, mais je comprends parce que franchement le combat de Meira Bueno Silva contre Pennington, ça donne pas envie de voir la suite de sa carrière, malheureusement pour elle. Et Chiasson, honnêtement, elle est pas mauvaise, c'est juste que ses résultats ne suivent pas spécialement, et donc voilà, quand tu es en dehors du top 5 en bantamweight féminin, il n'y a pas beaucoup d'attrait sur le combat. Bref, passons au suivant. On est sur le combat un peu organisé en last minute, après 28 changements. On a Anthony Smith contre Roman Dolidze. Donc un combat sans préparation ni pour l'un ni pour l'autre, parce que Smith a accepté un short notice contre Hulberg. Lui, il sort de sa victoire contre Petrino, un peu contre toute attente, donc il a un peu pris un boost de confiance. Et il affronte Dolidze, qui est un middleweight, qui a accepté ce combat encore plus en short notice, puisque Hulberg s'est blessé quelques jours après, je pense que Smith contre Hulberg a été prévu. Lui, il est sur 2 défaites contre Vettori et Imavov, et il monte dans la catégorie supérieure, donc à voir où en est sa confiance en lui. Comment est-ce que tu le définirais, toi, Roman Dolidze? On avait déjà fait une grosse analyse, évidemment, avant son combat contre Imavov, mais faisons un nouveau tour d'horizon sur qui est Roman Dolidze dans la cage. Roman Dolidze, je pense qu'il a été vraiment décrit comme un grappleur. Hein. C'est un très très bon grappleur, Ouais. mais qui a aujourd'hui une boxe très décente, très puissant et vraiment costaud pour la catégorie. Tu vois. Middleweight. C'est un gars qui était... Ouais, bien sûr, mais là, il en est question, tu vois. Donc, il est très gros pour la catégorie middleweight. Donc, en light heavyweight, ça va pas non plus être un gros facteur. Ah ouais, comme ça, ouais. D'autant plus que de Smith est différence, un ouais. ancien middleweight aussi. Mais il est devenu un large light heavyweight, je trouve.
Un large, costaud, tu veux Ouais, dire, oui. Oui, c'est possible, hein. Je pense que maintenant, s'il tourne autour des 100 kilos, ouais, facile. facile, il doit être bien, tu vois. Ouais, Euh, Ouais, je décrirais comme ça un dur au mal, hein. Je ouais, pense qu'il est difficile à terminer ouais, aussi. Et bah, il l'a prouvé sur sa dernière défaite. clair. Ouais, ouais. Donc, C'est un peu la définition de pick your poison. Tellement il est opportuniste, debout, il a un striking décent, mais c'est pas un striking d'élite. Par contre, il est dangereux, quoi. Il a les frappes lourdes, il ouais. assomme, il a des bons coups de genoux, donc c'est dangereux de rester debout contre lui. Et au sol, là, Mm. par contre, c'est un bourbier. On peut le dire. Ce qu'il a fait à Jack Hermanson, pour faire ça à Jack Ah ouais, Hermanson, ouais. ça en dit long. Mm. Donc ouais, c'est un peu le pick your poison, mais là où t'es le moins plus safe, c'est debout. Surtout quand tu es Anthony Smith. Même, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais Anthony Smith, je trouve que son grappling est pas dégueulasse, quoi. Bah Il a une non, hein, bonne il est mécanique. sous-estimé, Ouais, il hein. est sous-estimé, On on est l'a vu d'accord. sur sa dernière victoire, hein. Ouais, Là, on en avait parlé le lendemain, tu vois, mais moi j'ai regardé à nouveau ouais. son adversaire, Petrino, là, qui se met dans une guillotine et qui dit, ouais, ça va aller, mec. T'as les commentateurs qui disent, oh là là, sors de là, tu vois. Et puis, bah ouais, ça coûte cher. Ah, ça coûte très cher. Et effectivement, il a un très bon sol, très opportuniste. Euh, Mais pas du niveau ouais. de Dolidze. Là, si on passe sur lui, non, pas du niveau en termes de général, non, pas du niveau. Mais parfois, tu vois, quand tu sous-estimes quelqu'un, eh ben Ouais, ça augmente un petit peu son niveau. Et donc, on pourrait quand même avoir un, un, un Anthony Smith qui surprend, tu vois, Dolidze, notamment parce que on lui a dit, ouais, il est pas de ton niveau au sol, tu vois. c'est vrai. Et je pense qu'il a beaucoup de victoires où, ouais, tu vois, Ouais, il a un beau en termes triangle aussi dont je me souviens que j'avais analysé triangle. parce que j'aimais beaucoup parce il y a toujours le triangle, c'est toujours deux étapes. Tu viens fermer ton triangle et après tu as 100 manières de le finaliser. Et je trouve que le choix qu'il avait fait pour finaliser son triangle était très intéressant. Ah ouais, attends, faut revenir un peu en arrière. Il avait étranglé Ozdemir en étranglement arrière, Gustafsson qui l'a étranglé en étranglement arrière, Mhm. triangle, étranglement arrière sur Ryan Spann, Ah ouais. et la guillotine, tu vois, c'est pas rien, hein, Et il y a quelques-uns de ces soumissions qui partent d'un knockdown ou d'une séquence debout aussi. Ouais, Donc, oui, mais ça veut dire quand même que les réflexes sont là. Tu vois, quand t'es un striker, ton réflexe, c'est pas d'aller étrangler ou quoi que ce soit, tu vois. non, et ça fait un peu penser, tu sais, à des Donald Cerrone aussi qui avaient ce réflexe, tu vois. Je suis un striker, mais voilà, si je te Ouais. touche bien debout, Mm, hop, on va mm, transiter mm, au mm. sol, je vais venir prendre ton dos et t'étrangler comme il avait fait contre Barboza, par exemple. Et c'est beau à voir, c'est beau à voir ça. Bah, je crois que celui qui avait le plus, c'était Uriah Faber, Ah qui ouais, avait le plus gros taux de soumission à une époque. Et en fait, bah, toutes ces soumissions, elles venaient d'une frappe juste avant, tu c'est vois. vrai. Et il frappe, tu prends un knockdown et il se jette sur une guillotine, sur une soumission, enfin voilà quoi. Ouais, ouais. Mais en tout cas, Anthony Smith, pour moi, si on fait le déplacement sur lui, je pense que c'est un très très bon combattant. Je pense que, mais c'est un combattant quoi. C'est peut-être un petit peu son défaut, tu vois. Ouais. C'est que voilà, lui, on lui a dit, enfin, il s'est dit, bah écoute, moi je veux faire carrière dans le MMA, je vais être combattant. Il a pas dit, je vais être champion, tu vois. Enfin, si, il l'a dit, tu vois, un peu tard. Bah, il Mais ce que continue je à veux le dire dire, par, hein. Il continue à trash talk c'est Alex que, Pereira, là, hein. ouais, mais c'est un gars qui est là pour faire une carrière de combattant Ouais, MMA. Donc il a des hauts, des bas. Il n'y a pas réellement de recherche d'évolution forcément. non. Il n'y a pas de recherche de transformer les méthodes ou de s'entourer de personnes qui pourraient le gravir les échelons. Ouais, ouais. Je pense que sa carrière, elle parle pour lui, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je suis à 100% d'accord. Moi, quand je l'entends dire qu'il a encore espoir d'être champion, je suis un peu là en mode, mec, t'es dans la Ouais, désillusion. Maintenant, est-ce que ça fait partie de l'interview ou est-ce qu'il le croit ouais. sincèrement? Je sais pas. Mais par contre, ça montre qu'il a toujours ce focus victoire, quoi. Mm, mm, mm. Les Mais cotes, je ouais, pense que si, même s'il était à 5 défaites d'affilée, il continuerait, tu vois. ouais, à croire qu'il pourrait être Et champion un jour. je pense que même s'il se faisait cutter de l'UFC, il continuerait dans Ouais, des ligues mineures. ouais, un peu C'est dans ce à la sens-là où Kevin je pense Lee, que c'est. un peu. Voilà, je pense que c'est un gars, c'est sa vie, donc
Ça change rien qu'il le soit ou qu'il le soit pas. Il changera pas d'être combattant. La bagarre. C'est bien, c'est tout honorable, mais souvent, bah, ça te fait un petit peu du dents de scie dans tes combats. Bah exactement. Et dans son palmarès, c'est typiquement ça, principalement depuis sa défaite contre John Jones. Avant aussi, non? Avant, pour arriver jusqu'à John Jones, il y avait une petite ascension de 4-5 victoires consécutives, je pense. Ouais, mais attends, sa carrière, le début, il était Ouais, le début aussi. 5-5. Mais il y a eu juste une période où... Il a eu des belles phases. Ouais, voilà. C'est vrai qu'il a eu des belles phases. Bon, les cotes sont à 1,64 pour Roman Dolidze, 2,15 pour Anthony Smith. C'est un 55-45 qui se dirige vers 60-40 à l'avantage du middleweight. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, de premier abord, je vois Dolidze favori. Ok. Comme les cotes. Et je le vois favori. Est-ce que je vais aller jusqu'à mettre des unités? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je mettrais bien une unité sur Dolidze. Je reste quand même relativement confiant. Par contre, tu vois, j'ai écouté votre podcast hier avec Aldric. Ouais. C'était sur les votes de Tapologie. Ouais. Où il y avait... Par contre, le vote de Tapologie, ici pour Dolidze contre Smith, le vote. C'est Smith qui le voit favori, tu vois. Ils ont plus voté sur une victoire de Smith. Moi, je me demande si Tapologie, c'est pas fort américain quand même, tu vois, la communauté. Oui. Oui. Ah bah bien sûr, il faut il faut être inscrit. Enfin, c'est une communauté, hein, donc c'est la communauté de Tapologie. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Alors, est-ce que c'est effectivement le côté américain? On supporte, peut-être. Hein. On le voit sur les paris, notamment sur unibet.fr. Ouais, j'allais voir que sur unibet.fr, c'est quoi la proportion qui mise sur. J'allais regarder ça de suite. Ça pourrait être Dolidze, notamment parce que c'est le dernier adversaire de Nassourdine, que les gens le connaissent, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a 80% des gens qui votent Dolidze en France. Ah bah, tu vois, voilà. À cette cote-là, en plus, en tant que favori. En tant que favori, 80%. Ouais, je pense que c'est clairement en lien au fait que les gens connaissent Roman Dolidze, qui sont un peu, peut-être moi aussi d'ailleurs, se disent bah ouais non, il devrait gagner, il est solide, il a survécu à Nassourdine, il est meilleur que Anthony Smith. Ouais. Après c'est paradoxal parce que je disais Anthony Smith il sort d'une victoire, mais avant cette victoire les gens disaient ok il est sur le déclin, il sortait de du chaos qu'il a pris contre Roundtree, magnifique la séquence de finish là, où il danse, il tombe et t'as Roundtree qui avance comme ça vers lui et qui ne le frappe pas. C'est trop beau. Trop beau comme image. Alors que Dolidze est sur deux défaites consécutives et qui doit monter de catégorie de poids. Mais c'est vrai que d'un point de vue purement style, si on doit analyser les styles, voilà, pour moi aussi Dolidze est favori. Est-ce que ça va me pousser à me positionner? Faut que je réfléchisse. Je vais peut-être être plus attiré sur une cote précise, genre le combat ne va pas à la décision. Ah bah d'ailleurs ça c'est déjà sorti, non? Je crois que c'est 2,5. Ah ouais, 2,5. Ah ouais, bon, moins de 2,5, 1,87. C'est pas beaucoup. C'est un pick-em, quoi. Ouais. 3 rounds, hein, pour des gars comme ça. Moi, personnellement, je me positionnerais soit sur Dolidze, soit sur rien. Ok. Donc, toi, c'est un favorite of pass. Un peu, ouais. J'ai du mal à. Donc, je peux voir un finish, tu vois. Mais je trouve que là, la cote, elle est pas terrible. Mais c'est ça. Je peux voir le finish aussi, mais il fallait une cote plus attractive que 1,87. Ouais, voilà, c'est plus ça. Je peux voir un finish d'un côté comme de l'autre. Mais 1,87, franchement, ils sont pas cool. J'ai quand même. Et ça montre eux aussi, ils le voient d'ailleurs. Ouais. Mais j'ai quand même allé revoir quelques combats des deux et peut-être me positionner sur ça. Maintenant que j'ai pris cette direction, il faut que je me. Voilà. Tu te mouilles. Pas que je me mouille, mais il faut que j'y réfléchisse davantage, en tout cas, que je continue dans cette voie de réflexion. Ok, passons au co-main event. Alors, prépare-toi pour un monologue. C'est un banger qu'on a analysé en exclusivité membre. Donc, pour voir l'analyse, vous pouvez rejoindre la chaîne en tant que membre. C'est en bas de la vidéo si vous êtes sur votre ordinateur. Vous envoyez le full screen, hop, rejoindre en tant que membre. Et alors, vous accéderez à plusieurs avantages, dont des vidéos exclusives. Et donc, cette analyse bien poussée
du combat Diego Lopez contre Brian Ortega. On a pris notre pied à l'analyser parce que ça va être un super combat. Alors, ouais. Ici, on va pas faire une analyse, du coup, on va pas en faire une deuxième. Par contre, dans cette vidéo, j'avais dit que je ferais un effort pour répertorier quelques combats récents avec des grosses step-up. Comme on a ici, on a un Diego Lopez qui est bas dans le top 15 et on a un Brian Ortega qui est numéro 3. Donc, il y a plus de 8 places d'écart. Et donc, je voulais trouver une liste ou rechercher moi-même une liste où on a soit quelqu'un du top 8 qui affronte quelqu'un qui n'est pas dans le top 15, soit un écart de plus de 8 places dans le classement et voir un peu les résultats. Parce que quand on a fait notre première analyse, on avait l'impression que, en tout cas récemment, chaque fois qu'il y a un gros step-up, c'est celui qui était au-dessus qui l'emportait tout simplement. Alors, j'ai pas pris les combats avec des newcomers, genre Chandler contre Hooker, Lopez contre Evloev, je les ai pas considérés. J'ai vraiment pris des gens qui étaient déjà dans le classement UFC et qui font un gros step-up à l'UFC. Au final, sur ce que j'ai répertorié, c'est pas si déséquilibré que ça. On a beaucoup de gens qui font un step-up et qui répondent à l'appel. Donc, je vais d'abord faire la liste des combats auxquels j'ai pensé ou qu'on m'a donné sur Twitter avec le gars qui était en haut dans le classement qui montre pourquoi le ranking fait du sens. Whittaker contre Aliskerov, le week-end passé. Strickland contre Magomedov. Hermansson contre Pfeiffer. Neil Magny contre Mike Malott. Pantoja contre Erceg. Poirier contre Benoît Saint-Denis. Et ça, je l'ai mis dans la mauvaise liste. Mais c'est bon. Donc, Poirier contre Benoît Saint-Denis, c'est le dernier de ma liste. Ici, je vais juste faire un copier-coller. Pardon. J'avais oublié de le ranger ailleurs. Alors maintenant, l'inverse. Les combats où il y a eu un gros step-up et ils ont prouvé qu'ils méritaient le step-up. Alex Pereira contre Sean Strickland. Sean O'Malley contre Peter Yan. Il était classé combien? Strickland était... Ah ouais, j'aurais dû dire ça en fait. Pardon. C'est pas grave. Ouais, Whittaker était 3 contre Aliskerov par ranké. Strickland était 7e, Magomedov par ranké. Hermansson était 11e, Pfeiffer par ranké. Magny 13e, Malott par ranké. Pantoja était champion, Erceg était 10. Poirier était 3, BSD était 12. Donc là, c'est pas passé. Quand c'est passé, Strickland était 4, Pereira n'était pas dans le top 15. Peter Yan était 1er, O'Malley était 11e. Gilbert Burns était 2e, Chimaev était 11e. Ozdemir était 7e quand il a rencontré Prochaska qui n'était pas dans le classement. Derrick Lewis était numéro 3 quand il s'est fait éteindre par Tuivasa qui était 11. Bon, là, ça remonte à il y a un peu plus longtemps, mais je devais le sortir parce que Sandhagen n'était pas dans le classement quand il a battu Lineker qui était 8. Et Darren Till n'était pas dans le top 15 quand il a battu Donald Cerrone. Donc, on est quasi sur du 50-50 par rapport à tous ceux que j'ai répertoriés, mais voilà, c'est quand même un bel échantillon. Alors sur la question de l'échantillon, le problème, c'est que tu as des biais, tu vois. Bien sûr. C'est que tu dois normalement répertorier sur une durée et prendre tous les chiffres et regarder combien il y a. Parce que là, rappelez-vous quels sont les combats qui ont été, où c'est passé, où c'est pas passé. Après, si chacun se rappelle la moitié de 10 et de l'autre côté 10, c'est pas représentatif d'une période, tu vois. Parce que certains sont remontés quand même très loin dans le temps. C'est vrai. C'est là-dessus que j'allais finir. Les exemples les plus récents, le step-up ne passe pas. Voilà. Dans la liste des, ok, j'ai réussi mon step-up. Il y a du semi-récent, mais il y a rien de cette année en fait. Il y a rien de cette année. Sur quoi? La liste des step-up qui ont réussi. Genre Pereira qui a battu Strickland, O'Malley qui a battu Yan, Chimaev qui a battu Burns. C'est du récent, mais c'est pas du Whittaker Aliskerov, c'est pas du Hermansson Pfeiffer, c'est pas du Magny contre Malott, c'est pas du Pantoja contre Erceg et c'est pas du Poirier contre BSD. Tout ça, c'est cette année. Et Strickland contre Magomedov, c'est l'année passée. Voilà, c'est un peu dans les mêmes eaux que Burns, Chimaev, si je dis pas de bêtises, quoi. Mais bon, en tout cas, c'est cool d'avoir des exemples pour se dire que oui, les statistiques, c'est bien, mais même si c'était un 9 contre 1 que ça passe pas, eh bien, peut-être que cette fois-ci, ça sera le 1. Bien sûr. Mais en tout cas, ça vient questionner, et c'est intéressant que tu aies fait un peu l'exercice. Le rappel des combats qu'il y avait pour nous dire ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, il y a eu ça aussi. Ah ouais, c'est vrai. Et
Ici, bon, j'aurais dû mettre le contexte avant, mais c'est vrai qu'on se posait la question parce que la semaine passée, moi, j'avais fait un pari complètement statistique qui était passé entre Johnny Ouais, Walker ouais, c'est vrai. et Ozdemir. Je m'étais dit, ok, j'ai pas envie de me casser la tête. Statistiquement, ça devrait finir dans le premier round et ça s'est terminé dans le premier round, donc c'est passé. Et ici, on se disait, ok, est-ce que statistiquement, on se positionne sur Brian Ortega parce qu'en plus, il est underdog. Parce que Ouais, statistiquement, les gros step-up cette année ne sont pas passés. Ou bien ouais. est-ce que on se concentre plus sur l'analyse technique et on se dit Lopez mérite ce statut de favori parce que pour rappel, Diego Lopez est à 1,64, 2,15 pour Brian Ortega, donc c'est exactement les mêmes codes que le combat précédent. On est sur un 55-45 qui se dirige un peu vers le 60-40. Ouais, ouais, ouais. Donc soit sur les compétences et ce qu'on prédit de la tournure du combat et ce qu'on prédit de la réponse en tout cas des combattants, ce qu'ils vont mettre en place, ou soit sur les statistiques. Ah là 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 Est-ce là. que tu as eu le temps d'un tout petit peu réfléchir? J'avais oublié ce truc-là, enfin j'avais oublié. Moi j'ai parié Ortega Lopez, je dis je vais pas me Je positionner reste sur ce loin. combat. Euh, tra- Personnellement, je ne vais pas me positionner sur ce combat parce que effectivement, en regardant les cotes, l'annonce, je me suis dit non, mais attends, je vais me positionner sur Ortega. Mhm. Ensuite, en regardant les combats, je me suis dit non, non, mais le style de Lopez, c'est vraiment, c'est trop efficace et il va battre Ortega, tu vois. Mhm. Et donc, j'ai pas envie de me positionner parce que j'ai pas envie de me retrouver d'un côté ou de l'autre. Ok, ok, ok. Ouais, moi aussi, c'est genre le truc où je me tire les cheveux dans tous les sens parce que ah, si Diego Lopez avait une cote plus intéressante, genre s'il était à 2 ou quoi, s'il était léger underdog, je pense que j'aurais pas hésité, je me serais positionné dessus. Et maintenant, vraiment avec ce truc de statistique, parce qu'on était tous les deux d'accord pour dire que Diego Lopez mérite ce statut de favori, Hum, hum, hum. mais cette année, c'est pas passé quoi. Cette année, il n'y a pas eu une fois avec plus de 8 rankings d'écart, ou alors j'y ai pas pensé quoi, mais Hum. voilà, est-ce qu'il sera le premier à le faire? Brian Ortega, en plus, il a vraiment le truc pour potentiellement le battre, quoi. Il est capable de survivre une tempête et de rester efficace et dangereux après une tempête. Donc, c'est difficile. Je vais encore réfléchir. C'est pas impossible que j'aille Et vers le après, il y underdog. a. C'est pas impossible que j'aille Hum, vers Brian Ortega, mais il faut que je vois. ouais. Et après, là pour l'instant, on n'a que les codes du vainqueur ou les codes du nombre de rounds. Ouais. Le finish, peut-être? Ouais, est-ce qu'une victoire par finish? Attends, ça a quoi, Là, là, ce qu'il donne, c'est un 1,7, moins de 2,5 et 2,05, plus de Ouais, 2,5. donc on se dirige vers... Il y a plus de chances que ça se finisse que ça n'aille à la Ouais, décision. ouais, ouais. On connaît pas vraiment la durabilité de Lopez face à une grosse adversité. C'est ça qui me questionne le Evloev, plus. hein, Ouais, mais Evloev, c'est pas un finisher. Il a que des décisions, le gars. ouais, Donc ouais. il a Lopez face à un opportuniste. Ouais, après Ortega, il finit dans le troisième round, tu vois. Ouais, ouais, il finit tard. Si tu, si tu pars du principe que Lopez était Ah. encore présent au troisième, euh, Tu sais quoi, une et cote qui que peut être il va intéressante, pas chier. on verra Hmm. ce qu'elle donnera, mais c'est combat se termine dans le round 3 ou à la décision. Ça existe Ouais. ça. Et ça peut être pas mal si elle est intéressante. Et à en croire le plus que 2,5, hmm, elle pourrait être 1,8 cette cote-là. Je pourrais bien. Je pense que si elle a 1,8 ou mieux, je me positionne dessus. Hmm. Moi, je pense que je vois tellement de scénarios possibles sur ce combat-là Ouais. que je ne pense pas me positionner. Tu vois. Je vois, je pourrais voir Lopez surprendre Ortega et le connecter. Et malgré son beau menton, bah voilà, hein, terminer le combat. Je peux voir Ortega le gérer et prendre ses rounds ou l'étrangler et le soumettre Ouais. parce que Lopez a manqué un petit peu d'expérience ou il a sous-estimé la puissance d'Ortega. Tu vois, je peux voir plein de scénarios. Donc c'est vraiment compliqué. Ouais. Vous nous direz en commentaire hein, sinon il y a un seul scénario possible. Voilà. Ouais.
On verra. D'ailleurs, ça, c'est un truc qu'on avait dit qu'on faisait en début d'année, on a oublié. C'est poser la question à notre audience en disant, est-ce que sur la carte qui arrive, vous avez un pari fou? Genre un truc sur lequel vous êtes vraiment assez confiant, j'en sais rien, moi, Alex Pereira qui soumet Jiri Prochaska, par exemple, et vous avez vraiment mis 1 ou 2 unités dessus. Mettez-les en commentaire parce que ça peut être intéressant d'avoir une liste de paris un peu fous que vous faites. Et puis après, on vous citera évidemment en disant, lui, il a fait le dingue et c'est passé, quoi. Ben, je crois qu'on a eu un commentaire sur Pereira Prochaska. Quelqu'un qui comptait parier ou il disait que. Ouais, il a déjà mis ses unités sur Jiri Prochaska qui va gagner par KO debout, mais ça n'existe pas cette cote-là. Mais donc j'imagine qu'il a déjà mis ses unités sur Prochaska tout simplement. Ça n'existe pas. Dans quel sens? Il dit Prochaska va le finir debout. La cote va le finir debout n'existe pas. En tout cas, il s'est positionné là-dessus en disant qu'il allait gagner par KO. Et donc voilà, donc certains lui ont dit c'est osé, tu vois. Donc ça fait une bonne transition parce que je crois qu'il y a des gens qui ont mal interprété parce qu'à un moment dans le podcast analyse, forcément c'est le main event. On a fait l'analyse en long et en large. On dit que Jiri Prochaska, il a tout intérêt à lutter. Ça ne veut pas dire, et pourtant on le dit, hein, je pense que je le dis oralement, ça ne veut pas dire qu'il a aucune chance de gagner debout. Il a ses chances de gagner debout. Mais s'il veut s'assurer un maximum de chances de trouver le chemin vers la victoire contre Pereira, il doit inclure la lutte massivement. C'est ça qu'on voulait dire. Donc, je pense que c'est important de nuancer parce que dans les commentaires, il y en a un qui n'avait pas très bien compris ça. Et puis après, voilà, il peut rester debout en se disant non, je n'ai pas besoin de la lutte. Pour moi, il aura 10% de chance de gagner. Ces 10%, ils existent. C'est-à-dire que il peut gagner, mais c'était risqué, quoi. C'est ça. C'est ça. Bon, du coup, petit rappel, avec notre lien en description, vous avez un free bet allant jusqu'à 100 € en vous inscrivant sur unibet.fr. S'il vous plaît, si vous rejoignez et que vous commencez à parier, faites-le de manière récréative, responsable, mesurée. Donc, main event, la revanche en short notice de Alex Pereira, favori à 1,61 contre Jiri Prochaska, underdog à 2,2. On se rapproche du 60-40 sans y être encore. Est-ce que depuis notre analyse de mardi matin, tu as un peu plus une vision claire sur est-ce qu'il y a une cote intéressante ici ou pas? Pour ceux qui n'ont pas vu l'analyse, moi je vois Pereira l'emporter par KO TKO dans le 3e ou 4e, en tout cas en fin de combat. Pour autant, je trouve que les cotes restent relativement équilibrées, sachant que Pereira a déjà gagné par KO TKO, tu vois. Ouais. Donc voilà, j'ai pas non plus envie de m'emballer et de voir un combat vraiment facile. Donc moi, personnellement, sur la cote qui m'intéresse, ce que je trouve moins risqué, c'est que le combat fasse plus d'1 round et demi. Ouais, elle était intéressante, elle est déjà sortie hier. 1,58, ça paraît peu, mais par contre, je pense mettre 3 unités dessus. Waouh. Ouais. Je pense que c'est pas trop risqué. C'est ton gros pari, ça. Ouais, parce qu'en fait, il y a ce truc de ça. Avec Jiri Prochaska, c'est toujours un peu chaotique. Avec Pereira, c'est une frappe suffit pour terminer. Donc il y a ce côté-là qui pourrait donner le scénario d'un finish assez rapide. Mais Pereira est quand même quelqu'un qui pose son jeu, qui construit son KO, qui met du temps à le trouver, sauf si on lui donne. Et Jiri Prochaska, il sait qu'il ne peut pas prendre la grosse frappe. Et donc il sera peut-être plus mesuré que d'habitude. Et donc j'aime bien cette hypothèse, Brian. J'aime bien le... Merci. Ouais, pas mal. Mais voilà. Pas mal ça, plus que 1,5. Bien vu. 3 unités, donc tu as fort confiance sur ce scénario et il est bien justifié. J'aime bien réfléchi. Écoute, je l'ai défendu dans l'analyse. Maintenant, voilà, tout peut arriver. C'est un combat, tout peut arriver. Ça se trouve, Jiri va l'éteindre dans la première minute avec une feinte de crochet arrière et un front kick, tu vois, j'en sais rien. mais voilà, tu vois, une feinte de front kick sautée, pap, coup de coude retourné. Ouais, tout peut arriver avec Prochaska. Mais c'est aussi ça qui est fun quand on regarde du MMA. Et c'est aussi pour ça que parier, c'est compliqué. Parce que tous les scénarios sont possibles. Et surtout avec un Prochaska. Qui s'attendait à ce qu'il soumette dans le 5e round Glover Teixeira? Je pense personne. Et donc c'est pour ça que moi j'aime me positionner sur Alex Pereira par soumission contre Prochaska. Il va réussir sa guillotine, tu vois.
Mais écoute, tu vois, sa guillotine comme ça, ça m'a fait rire parce que j'ai regardé Anthony Smith. Et quand il prend la guillotine sur Trevino, comment il Petrino. s'appelle Petrino, il est comme ça, tu vois. Et tu Sauf vois, qu'elle mais passe. normalement, tu te dis, bah oui, non, elle va pas passer, tu vois, forcément. Lui, il a pas l'air en train de, genre, d'attendre. Et là, t'as Petrino qui le soulève, donc ça permet de mieux réaxer son truc, qui reste dans l'axe des gens, tu vois. Ouais. Et donc ça permet de s'installer et qui tombe et tu vois, enfonce encore plus sa tête, tu vois. Donc je me dis, oui, effectivement, peut-être qu'Alex Pereira, quand il est comme ça, c'est pas genre j'ai confiance, il attend juste que l'autre fasse exactement les 3 mêmes erreurs, tu vois. Ça a dû passer à l'entraînement. Quand tu combats pour Et une c'est déjà ceinture à passé en l'UFC, dans la Goggle Weight, pourquoi pas? Ah là là, Petrino, franchement, il doit s'en vouloir, c'est fou. Mais il n'y avait C'est pas. fou. Bon, maintenant je parle en mémoire, hein, c'est parce que ça remonte. C'était quoi, il y a 8 semaines, 10 semaines ce combat. Je pense qu'il y a des gens qui disent que Petrino s'est blessé dans le combat et que potentiellement il a donné la guillotine parce qu'il préférait se faire soumettre que se faire mettre KO. Qui a Ouais, dit je ça? sais, je sais. On avait reçu des commentaires sous notre vidéo, je pense, où j'avais vu ça sur Twitter et j'étais un peu là, genre un combattant qui préfère perdre par guillotine parce qu'il s'est un peu blessé dans le combat. Ouais, je trouve ça bizarre. Non, 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 non. Mais bon, ça montre quand même, tu vois, tu parlais de la Von Flou qui demande à être dans une guillotine. C'est vrai que souvent, il y a des situations où on se dit, ah, il pourrait partir sur la Von Flou, et le combattant préfère sortir sa tête et passer à autre chose, tu Bah, vois. comme Prochaska dans le premier combat contre Pereira. Voilà. Après, je pense qu'effectivement, c'est aussi une forme de respect, de se dire, je peux pas non plus laisser le moindre petit espace Ouais. Mhm. où il rentre une jambe, il se réaxe et où je me fais étrangler bêtement parce que j'ai préféré obtenir une soumission, obtenir mon takedown, tu Ouais. vois. Ah ouais, c'est clair. Bon, on a fait le tour. Donc, je crois que cette fois-ci, non, je me suis positionné déjà sur Chiasson. J'allais dire, c'est rare, je me positionne même pas Et, t- pendant et, l'épisode, mais et toi, tu t'es positionné sur ce combat-là? non, j'attends des trucs plus précis parce que je vois là, il y a 80% des gens qui ont mis sur Pereira sur unibet.fr à Mhm. 1,61 parce que ça me semble logique, tu vois. Étant donné qu'il a Ah ouais, déjà ouais. gagné, il a un statut de faible favori. Ici, on n'est même pas au 60-40. Donc, je comprends que les gens se disent, OK, il y a de la valeur sur Alex Pereira. Mais il y a ce truc il était à moitié en vacances, c'est un 5 rounds, il a 2 orteils cassés potentiellement. Mhm. Et il y a des petits facteurs X qui, moi, me disent, OK, c'est peut-être pour ça, en fait, qu'il n'est pas tant favori que ça, c'est à cause des facteurs externes comme ça. Et, euh, et ouais, avec Prochaska, en fait, c'est trop compliqué, tu vois. Est-ce qu'il va venir avec un game plan? Est-ce qu'il va arriver pour lutter? Ou est-ce qu'il va faire du Jiri en mode flow et puis ça va peut-être se retourner contre lui? Donc, c'est trop difficile à prévoir. Et Mais puis, l'interview tu as vu, de Jiri sur Ariel Elwani, là. tu as vu J'ai vu l'extrait, ouais. sur, Où il demande, sur il demande à pas utiliser de force magique à Pereira. On doit se battre Bon, homme contre homme. Tu peux pas utiliser tes forces Shama. alors, moi, je sais pas s'il troll, tu vois. S'il J'espère. troll, ça va, mais s'il troll pas, il y aura pas de game plan, Ah hein. ben non, mais c'est ça. Ça veut dire qu'il s'attend à, s'il te plaît, utilise pas ton Shama. Parce que Ta force, et donc il va vraisemblablement, Chat marche sur moi. Ouais. On finit là-dessus, je Enfin pense. voilà, donc moi dans tous les cas ça va être sur la décision. Si je devais me positionner sur une personne, je pense que je mettrais sur Pereira. Ouais, moi aussi. Euh, C'est ça le truc. doigt de pied cassé ou pas, vacances ou pas, je pense que c'est un gars qui est toujours bien prêt et, euh, et puis qui a tellement d'expérience que qu'il saura gérer son cardio, tu vois. Mhm. Il va y aller Par à contre, clairement, l'expérience alors. ouais, exactement. Ok. Et ça Pereira, ça Pereira. Ah, tiens. Mais ouais, mais qu'en face, je pense pas. Je pense que lui, il va s'en foutre, il va faire ses. Non. Ouais. Ouais, bon, on verra sur Twitter si John et ou le Volk se positionnent dessus. Donc suivez-nous. Les amis, merci d'avoir suivi jusque maintenant. À très vite. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.